Jean-Claude Dufresne, avocat renommé de 40 ans, était une figure imposante du monde judiciaire parisien. Fils d'immigrés africains, il a grandi dans un quartier modeste de la banlieue lyonnaise, mais grâce à un mélange d'intelligence, de détermination et d'ardent désir de faire ses preuves, il a dépassé toutes les attentes. Jean-Claude n'avait pas de place pour les distractions, sa vie était un travail. Son bureau, situé dans un immeuble luxueux près de l'Arc de Triomphe, était une représentation de la réussite qui lui tenait tant à cœur. Il avait une présence imposante, toujours impeccablement vêtu de costumes sur mesure, et son regard froid et calculateur intimidait même les avocats les plus expérimentés. Jean-Claude était un homme aux habitudes strictes. Il croyait que le succès venait de la discipline et du contrôle absolu sur toutes les facettes de la vie. Sa journée a commencé à 5h30 par une course intense à travers le bois de Boulogne, suivie d'un petit déjeuner nutritif et de la lecture des principaux journaux financiers. Chaque minute de sa journée était méticuleusement planifiée. Il se consacre entièrement à ses clients, dont beaucoup sont des personnalités influentes et puissantes. Jean-Claude était le genre d'avocat qui n'acceptait rien de moins que la victoire, et cette attitude faisait de lui l'un des professionnels les mieux payés de Paris. L'ambition de Jean-Claude était alimentée par une quête constante de plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de pouvoir. Il prenait rarement des vacances, estimant que chaque instant loin du travail était une occasion manquée. Jean-Claude n'avait pas de famille à lui, ses relations personnelles étaient distantes et superficielles. Ses parents, qui vivaient toujours à Lyon, le voyaient rarement et ce lien ne lui manquait pas. Pour lui, la seule famille qui comptait était celle qu'il avait bâtie tout au long de sa carrière. Mais le succès a eu un prix. Jean-Claude était constamment stressé, mais il ignorait les signes d'épuisement. « Je n'ai pas le temps de m'affaiblir », se disait-il à chaque fois qu'il ressentait un mal de tête ou un profond épuisement. Il pensait que ces sensations étaient temporaires et qu'elles pouvaient être surmontées avec de la volonté et davantage de travail. Ses collègues et subordonnés le considéraient comme une machine, infatigable et implacable, quelqu'un qui ne commettait jamais d'erreur. Marie, son assistante personnelle depuis plus de 10 ans, le connaissait mieux que quiconque. Elle voyait des signes d'usure chez son patron, mais savait que toute suggestion de repos serait ignorée. « Monsieur Dufresne, vous devez prendre davantage soin de vous », dit-elle avec une réelle inquiétude. Jean-Claude répondait toujours par un signe distrait, sans prêter beaucoup d'attention aux conseils. Il ne voyait aucune valeur à prendre soin de lui-même, le succès était sa seule priorité. Jean-Claude voyait rarement sa famille à Lyon, et les rares fois où il parlait à ses parents, les conversations étaient rapides et formelles. « Comment se passe le travail, mon fils ?» demandait sa mère, attendant toujours qu'il dise quelque chose de différent. « Ça se passe bien, maman, comme toujours, a-t-il répondu, mettant rapidement fin à l'appel. Il ne s'en rendait pas compte, mais sa vie était devenue une série de routines sans émotion, où le seul objectif était d'accumuler plus de richesse et de reconnaissance. Malgré toute la pression et le manque de vie personnelle, Jean-Claude croyait être sur la bonne voie. Il ressentait une profonde satisfaction de gagner une affaire importante ou de voir son nom faire la une des journaux. L'argent et le prestige qui accompagnaient son travail étaient les seules choses qui semblaient combler le vide dont il savait, au fond, qu'il existait. Cependant, même s'il essayait de l'ignorer, des signes d'usure commençaient à apparaître, tant physiquement qu'émotionnellement. Jean-Claude a vécu sa vie selon une routine soigneusement structurée. Chaque matin, il se réveillait à 5h30, avant même que le soleil ne se lève. Après un rapide petit déjeuner, il a passé 1 heure à courir dans les rues silencieuses de Paris, son seul moment d'évasion du stress quotidien. Mais même pendant qu'il courait, son esprit travaillait constamment, révisant ses stratégies et planifiant son agenda pour la journée. Le travail envahit tous les aspects de sa vie, ne laissant que peu de place à autre chose. Au bureau, Jean-Claude était une machine à productivité. Chaque journée était remplie de réunions, de révisions de contrats et de préparatifs judiciaires. Marie, son assistante, le voyait plonger dans les papiers, toujours concentré, toujours en contrôle. « Monsieur Dufresne, vous avez besoin d'une pause », suggère Marie, inquiète pour la santé de son patron. « Il n'y a pas de temps pour les pauses, Marie. Nous avons des délais à respecter », a-t-il répondu, ignorant les signes de fatigue qui commençaient à s'accumuler dans son corps. Les nuits de Jean-Claude se passaient de la même manière, dans son bureau, seul, travaillant tard. Il s'accordait rarement du temps libre.
Lorsque ses collègues l'invitaient à des dîners ou à des réunions, il refusait toujours, prétextant qu'il avait du travail. « Jean-Claude, tu ne te détends jamais ?» a demandé Philippe, l'un des rares collègues qui essayait encore de se rapprocher de lui. « Je n'ai pas le temps de me détendre », répond Jean-Claude sans lever les yeux. La pression constante commençait à avoir des conséquences plus lourdes que Jean-Claude n'était prêt à l'admettre. Il commença à ressentir des maux de tête persistants et son sommeil devint de plus en plus agité. Il continue néanmoins à travailler sans s'arrêter, convaincu que tout signe de faiblesse peut mettre sa carrière en péril. « Je ne peux pas me permettre d'arrêter maintenant », se répétait-il chaque fois que son corps protestait. Marie constate que le comportement de Jean-Claude change. Il devenait de plus en plus irritable et de petites erreurs qui étaient auparavant passées inaperçues le rendaient maintenant furieux. « Monsieur Dufresne, s'il vous plaît, reposez-vous », insista-t-elle un jour, après qu'il eut passé toute la nuit au bureau. « Je vais bien, Marie. »« Faites simplement votre travail », répondit-il, interrompant la conversation. Mais au fond, il savait que quelque chose n'allait pas. Malgré tout, Jean-Claude refuse de demander de l'aide. Il croyait pouvoir tout gérer seul, comme il l'avait toujours fait. L'orgueil et l'obstination qu'il avait portés au sommet l'empêchaient désormais de reconnaître qu'il se détruisait. « J'ai juste besoin de plus de temps », pensa-t-il, ignorant le fait que le temps était précisément ce qu'il perdait en ne prenant pas soin de lui. L'épuisement physique et émotionnel continue de s'accumuler et Jean-Claude commence à avoir l'impression de perdre le contrôle. Il ne pouvait plus se concentrer de la même manière et la pression des affaires importantes commençait à lui paraître insupportable. Mais au lieu de ralentir, il s'est lancé encore plus dans son travail, essayant d'étouffer toute pensée de faiblesse ou de vulnérabilité. Jusqu'au jour où tout s'écroule d'un coup. C'était un mardi comme les autres, du moins c'est ce qu'il semblait. Jean-Claude avait passé la nuit précédente à revoir les derniers détails d'une affaire extrêmement importante. Il avait à peine dormi et la pression pour gagner le procès était plus forte que jamais. Assis à son bureau, entouré de piles de documents, il ressentit une vive douleur à la poitrine. Au début, il l'a ignoré, pensant que c'était juste un autre symptôme de stress. « Je dois finir ça », marmonna-t-il, mais la douleur ne s'atténua pas, au contraire, cela est devenu plus intense. Il a essayé de se lever pour aller chercher un verre d'eau, mais ses jambes ont lâché et il a failli tomber. La sueur commença à couler sur son front et il sentit son cœur battre de manière incontrôlable. « Marie » essaya-t-il d'appeler, mais sa voix était un faible murmure. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas, mais sa fierté l'empêchait toujours d'admettre la gravité de la situation. Jean-Claude parvient difficilement à atteindre la porte de son bureau, mais avant de pouvoir l'ouvrir, tout devient noir. Marie, qui était dehors, entendit un bruit sourd et courut vers la porte. « Monsieur Dufresne » appela-t-il en frappant à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Elle entra rapidement et trouva Jean-Claude allongé sur le sol, inconscient. La panique l'a envahi et elle a rapidement appelé le 911. « S'il vous plaît, envoyez une ambulance. » Il s'est évanoui, il ne répond pas. Supplia-t-il, sa voix tremblante de peur. Jean-Claude était pâle, presque incolore, et Marie savait que chaque seconde était cruciale. Les minutes précédant l'arrivée de l'ambulance semblaient une éternité. Marie tenait la main de Jean-Claude, essayant de le calmer même s'il était inconscient. « Ça va aller, monsieur, les secours arrivent », répéta-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Lorsque les ambulanciers sont finalement arrivés, ils l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, suivi de près par Marie, le cœur serré d'inquiétude. Elle n'avait jamais vu Jean-Claude aussi vulnérable et ce spectacle lui faisait peur. Sur le chemin de l'hôpital, Jean-Claude était dans un état de semi-conscience. Il ressentait de la douleur, mais elle était mêlée à un sentiment de confusion et de peur. « Je ne peux pas mourir, pas comme ça », pensa-t-il en luttant pour garder les yeux ouverts. Mais malgré tous ses efforts, son corps ne semblait pas répondre. Les voix autour de lui semblaient lointaines, comme si elles venaient d'un rêve. Il était coincé dans un vide entre la conscience et l'obscurité, ne sachant pas ce qui allait suivre. À son arrivée à l'hôpital, Jean-Claude a été conduit directement aux urgences. Les médecins ont commencé à travailler frénétiquement, essayant de le stabiliser. Pendant tout le processus, il les a entendus comme s'il était sous l'eau, leurs voix étouffées et indistinctes. « Nous le perdons », entendit-il quelqu'un dire, et soudain tout devint silencieux.
Jean-Claude a eu l'impression d'être entraîné dans un tunnel et les lumières autour de lui ont commencé à s'estomper, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Jean-Claude ouvrit les yeux et réalisa qu'il n'était plus à l'hôpital. L'environnement autour de lui était complètement différent. Il s'est retrouvé dans une salle d'audience, mais ce n'était pas une pièce ordinaire. Les murs étaient faits de pierres froides et sombres, et le plafond semblait s'étendre à l'infini, disparaissant dans l'obscurité. Il n'y avait pas de fenêtre et la seule source de lumière provenait d'un lustre suspendu au-dessus. La lumière était faible, mais suffisante pour révéler qu'il était assis sur le quai. Est-ce un rêve, se demandait Jean-Claude, mais tout cela semblait terriblement réel. Il essaya de se lever, mais n'y parvint pas, il semblait attaché au banc. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne, juste le silence et les ombres qui semblaient danser sur les bords de la pièce. La peur commença à l'envahir. « Ce qui se passe ?» murmura-t-il, sentant son cœur s'emballer à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, la porte de la pièce s'ouvrit lentement, avec un grincement fort et inquiétant. Une silhouette entra dans la pièce, enveloppée dans une cape noire qui recouvrait entièrement son corps. Jean-Claude essaya de voir le visage du personnage, mais c'était impossible, il était complètement caché dans l'ombre du capot. Le personnage se dirigea lentement vers le banc du juge et s'assit, sans dire un mot. Le silence qui suivit fut écrasant. Jean-Claude avait l'impression que l'air était aspiré hors de la pièce, ce qui rendait la respiration difficile. Il essaya de parler, mais les mots semblaient rester coincés dans sa gorge. Finalement, le personnage rompit le silence. « Jean-Claude Dufresne », dit la voix qui ressemblait à un écho profond et lointain. « Vous êtes ici pour être jugé. » Les mots pénétrèrent Jean-Claude comme un couteau. Il ne s'était jamais senti aussi vulnérable, aussi exposé. « Jugé ? Par qui ?» essaya-t-il de demander, mais le personnage ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il a commencé à énumérer une série d'accusations, chacune étant liée aux décisions que Jean-Claude avait prises tout au long de sa vie. Les décisions qu'il croyait nécessaires au succès étaient désormais présentées sous un nouveau jour. Jean-Claude sentait le désespoir monter en lui. « Ce n'est pas juste », cria-t-il, retrouvant enfin sa voix. « J'ai fait le nécessaire. J'ai suivi les règles. » Mais le personnage reste impassible. « Tu as suivi les règles des hommes, Jean-Claude, mais tu as ignoré les lois de l'esprit. » Sa vie était consacrée à la réussite matérielle, mais à quel prix ? Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jean-Claude, le laissant sans réponse. Il a toujours cru qu'il était sur la bonne voie, mais maintenant, pour la première fois, il commence à remettre en question ses choix. Soudain, la salle d'audience a commencé à changer. Les murs de pierre se sont dissous, laissant place à une série de scènes se déroulant autour de Jean-Claude. Il a vu des moments de sa vie, de l'enfance à nos jours, chacun montrant un choix qu'il avait fait dans sa quête de pouvoir et de réussite. « Non, ça ne peut pas arriver », marmonna-t-il, essayant de détourner le regard, mais il n'y parvenait pas. C'était comme s'il était pris au piège, obligé d'assister au défilé de ses pires moments. Chaque scène montrait les conséquences de ses actes, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son entourage. Il a vu les visages des personnes à qui il avait fait du mal, des amis qu'il avait abandonnés, de la famille qu'il avait négligée. « Je n'avais pas le choix », tenta-t-il de se justifier, mais les mots semblaient vides de sens, même pour lui. Le tribunal ne se contentait pas de montrer ses erreurs, il révélait l'impact profond et durable que ses choix égoïstes avaient sur la vie des autres. Au fur et à mesure que les scènes se déroulaient autour de lui, Jean-Claude ressentit une douleur profonde dans la poitrine, mais cette fois ce n'était pas physique, c'était émouvant. Chaque image, chaque souvenir était un coup direct porté à sa conscience. Il a toujours été fier de sa capacité à séparer l'émotion du travail, à prendre des décisions rationnelles et logiques, sans se laisser influencer par les sentiments. Mais maintenant, confronté aux conséquences de ses actes, il réalisait à quel point il s'était éloigné de sa propre humanité. « Ce n'est pas juste », répéta Jean-Claude, mais sa voix était plus faible, moins convaincue. Il commençait à comprendre que le jugement auquel il était confronté n'était pas motivé par une force extérieure, mais par quelque chose de beaucoup plus intime. Il regarda la silhouette assise sur le banc du juge, toujours cachée dans l'ombre, et ressentit soudain un frisson. « Qui es-tu » demanda-t-il avec un mélange de peur et de désespoir. La silhouette resta silencieuse un moment, avant de finalement répondre. « Je suis toi,
Jean-Claude, dit la voix, et les mots résonnèrent au plus profond de lui. Jean-Claude sentit le sol trembler sous ses pieds, comme si le monde entier s'effondrait. Non, ça ne peut pas être vrai, marmonna-t-il en reculant sur le siège, mais la vérité était devant lui, indéniable. Le juge qui le jugeait était lui-même, ou du moins, une partie de lui-même qu'il avait trop longtemps ignorée. La partie de lui-même qui connaissait la vérité sur ses choix, sur le chemin qu'il avait choisi de suivre. Jean-Claude sentit une vague de panique envahir son corps. Il était habitué à tout contrôler autour de lui, mais maintenant il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, qu'il ne pouvait pas rationaliser. J'ai fait ce qu'il fallait, essaya-t-il d'argumenter, mais les mots semblaient faibles, sans conviction. La silhouette se contentait de l'observer, comme si elle attendait qu'il parvienne à la même conclusion qu'elle. Tu sais que ce n'est pas toute la vérité, Jean-Claude. Vous avez choisi la voie facile, la voie qui vous a apporté le succès, mais qui vous a également éloigné de tout ce qui compte vraiment. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Jean-Claude alors qu'il était confronté à la réalité de sa vie. Il a toujours cru qu'il avait le contrôle, que ses choix étaient rationnels et justifiés. Mais maintenant, voyant les conséquences de ses actes à travers les yeux de ceux à qui il avait fait du mal, il a commencé à réaliser à quel point il s'était éloigné de ses valeurs initiales. « Je voulais juste être le meilleur », murmura-t-il, sa voix se brisant pour la première fois. La silhouette se pencha en avant et Jean-Claude eut l'impression de regarder droit dans les yeux de son âme. « Et qu'est-ce que ça veut dire d'être le meilleur, Jean-Claude ? Est-ce avoir du pouvoir, de la richesse, du succès ? Ou est-ce quelqu'un qui a fait une différence dans la vie des autres, qui a vécu avec intégrité et compassion ? Les questions tranchent comme un couteau, et Jean-Claude ne peut plus nier la vérité. Il s'était perdu dans sa quête du succès, sacrifiant tout ce qui comptait vraiment dans le processus. Les larmes ont commencé à couler sur le visage de Jean-Claude, ce qu'il ne s'était pas permis depuis qu'il était enfant. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », murmura-t-il, la voix pleine de regret. Le personnage, qui était lui-même, regardait silencieusement, permettant à Jean-Claude de ressentir tout le poids de ses choix. « Maintenant, que vas-tu faire ?» demanda-t-il, mais cette fois, la question n'était pas une condamnation, c'était une offre. Jean-Claude savait que la réponse était en lui, mais il lui fallait encore trouver la force de l'accepter. Soudain, la salle d'audience commença à disparaître et Jean-Claude eut l'impression d'être entraîné ailleurs. L'obscurité autour de lui commença à se dissiper et il se retrouva à reprendre conscience. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se trouvait dans une chambre d'hôpital, entouré de machines qui surveillaient ses signes vitaux. Il cligna des yeux, essayant de se repérer, alors que la réalité commençait à s'installer autour de lui. Marie était à son chevet, les yeux remplis de larmes de soulagement en le voyant se réveiller. « Monsieur Dufresne, vous êtes de retour !» s'exclama-t-il en lui tenant la main. Jean-Claude essaya de parler, mais sa voix était faible et il ne parvint qu'à hocher légèrement la tête. Il était encore en train de tout traiter. Que j'avais vécu, sans savoir si c'était réel ou juste un rêve. Mais au fond, il savait que c'était plus qu'une simple illusion. Quelque chose en lui avait changé. Pendant que Marie expliquait ce qui s'était passé, l'effondrement, la précipitation à l'hôpital, les heures où il était inconscient, Jean-Claude restait silencieux, réfléchissant à l'expérience qu'il venait de vivre. Il avait été forcé de se confronter à la vérité sur sa vie, et ce qu'il avait vu n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Le personnage présent dans la salle d'audience, qui était lui-même, avait révélé quelque chose qu'il avait profondément enfoui, le regret d'avoir tout sacrifié au nom du succès. Jean-Claude ressentit une bouffée d'émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement le soulagement d'être en vie, mais le sentiment qu'on lui avait donné une seconde chance. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre de la même manière. « Marie » commença-t-il à dire, mais sa voix s'éteignit à nouveau. Il inspira profondément et réessaya. « Je dois faire quelques changements », réussit-il finalement à articuler, sa voix encore faible mais déterminée. Marie le regardait avec inquiétude, mais aussi avec une profonde compréhension. « Quoi que vous ayez besoin, monsieur Dufresne, je suis là pour vous aider », dit-elle en lui serrant doucement la main. Jean-Claude sentit une boule dans sa gorge, mais cette fois il n'essaya pas de la réprimer. Il s'est rendu compte qu'il y avait plus dans la vie que le travail, plus que l'accumulation de richesses et de pouvoir. Il y avait des gens autour de lui, des gens qu'il avait négligés depuis si longtemps. Au cours des jours suivants, alors qu'il se rétablissait,
Jean-Claude a passé beaucoup de temps à réfléchir sur sa vie. Il a commencé à se souvenir de choses qu'il avait oubliées, la simple joie de passer du temps avec sa famille, la fierté qu'il ressentait d'aider les autres, la satisfaction de faire le bien, pas seulement de gagner. Il savait qu'il serait difficile de changer, qu'il faudrait du temps pour réparer les dégâts qu'il avait causés, mais pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à essayer. Jean-Claude a décidé qu'à sa sortie de l'hôpital, il ferait les choses différemment. Il retournerait au travail, bien sûr, mais avec une nouvelle perspective. Il commencerait à renouer avec les personnes qui comptaient, à commencer par sa famille. Il s'est promis de ne plus être l'homme froid et calculateur qu'il était devenu, mais quelqu'un qui valoriserait autant les relations humaines que la réussite. Et avec cette décision, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Après sa sortie de l'hôpital, Jean-Claude est retourné à son appartement parisien, mais quelque chose était différent. Les murs, autrefois remplis d'œuvres d'art coûteuses, semblaient désormais vides et froids. Il fit le tour de l'appartement, réalisant pour la première fois à quel point sa vie était solitaire. Aucune photo de famille ou souvenir personnel n'était exposée, juste des symboles de réussite matérielle qui semblaient désormais insignifiants. Il s'arrêta devant le miroir du couloir et se regarda attentivement, voyant un homme fatigué, mais aussi quelqu'un qui était prêt à changer. Au bureau, les collègues de Jean-Claude étaient surpris de le revoir si tôt. Marie, en particulier, était inquiète. « Monsieur Dufresne, vous devriez vous reposer, dit-elle, mais Jean-Claude se contente de sourire. « Je suis là pour faire les choses différemment, Marie, répondit-il calmement. Et, en fait, il a commencé à agir d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Il a délégué davantage de responsabilités, permettant à son équipe de prendre des décisions sans son contrôle constant. « Je vous fais confiance », a-t-il déclaré lors d'une réunion, ce qu'il a rarement admis. Jean-Claude a également commencé à renouer avec sa famille. Il a décroché le téléphone et a appelé sa mère, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. « Maman, je voulais te rendre visite à Lyon, » dit-il, sentant le poids de la distance qu'il avait créée. Sa mère, surprise, a immédiatement accepté. En arrivant chez ses parents, Jean-Claude réalise tout ce qu'il a perdu en s'éloignant. Ils étaient plus âgés, plus fragiles, mais l'amour et l'accueil qu'il ressentait lorsqu'il franchissait la porte lui faisaient comprendre qu'il aurait toujours un endroit où retourner. À Lyon, Jean-Claude a également renoué avec de vieux amis, des personnes avec lesquelles il avait perdu contact au fil des années. Certaines reconnexions ont été faciles, d'autres plus difficiles, mais il était déterminé à réparer les relations qu'il avait négligées. Dans l'une de ces conversations, il s'est excusé pour la première fois depuis longtemps. « Je suis parti parce que j'étais obsédé par le travail », a-t-il avoué à un ami d'enfance. « Je suis désolé pour ça. » Étonnamment, l'ami a accepté ses excuses et ils ont passé des heures à se remémorer les bons moments. Au travail, Jean-Claude continue d'être un avocat compétent, mais avec désormais une approche différente. Il a commencé à s'attaquer à des cas qu'il aurait auparavant ignorés, des cas qui impliquaient moins d'argent mais qui avaient un impact significatif sur la vie des gens. « Cela ne vous rendra pas riche », a commenté un collègue. « Ce n'est pas la question », répond Jean-Claude, réalisant qu'il trouve enfin un nouveau but dans sa carrière. Marie constate le changement chez Jean-Claude, et un après-midi, décide de lui en parler. « Monsieur Dufresne, vous semblez différent. »« Ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, curieuse. Jean-Claude réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai eu une seconde chance, Marie. Et je ne le gaspillerai pas. » La sincérité de sa voix était évidente et Marie ressentit une vague de soulagement. Elle avait toujours cru que Jean-Claude avait plus à offrir que ce qu'il laissait entendre, et maintenant elle voyait qu'il devenait la personne qu'il avait toujours le potentiel d'être. Dans les mois qui ont suivi, Jean-Claude a commencé à voir les changements dans sa vie se refléter dans son bien-être. Il a mieux dormi, ses maux de tête ont diminué et son épuisement constant a cédé la place à un regain d'énergie. Il en est venu à valoriser les petits moments, un café avec un ami, un après-midi avec sa famille, une affaire bénévole qui a fait une différence pour quelqu'un dans le besoin. Il était toujours un avocat accompli, mais il était désormais aussi un homme plus complet, plus en paix avec lui-même. Alors que Jean-Claude reprenait contact avec sa famille et commençait à réévaluer ses choix de vie, des souvenirs douloureux de son enfance ont commencé à émerger. Ayant grandi dans un quartier pauvre de Lyon, il a été confronté à des défis qui ont profondément façonné sa personnalité et sa vision du monde.
Fils d'immigrés africains, Jean-Claude a connu dès son plus jeune âge le poids des préjugés raciaux. Dans les écoles où il a étudié, il était souvent le seul élève noir dans la classe, ce qui faisait de lui une cible facile pour les insultes et la discrimination. « Vous ne serez jamais quelqu'un », disaient ses collègues, mots qui ont résonné dans l'esprit de Jean-Claude pendant de nombreuses années. Ces expériences douloureuses lui ont appris à garder ses émotions sous clé et à construire un mur autour de lui. Pour se protéger du mépris et du rejet, il adopte une posture de froideur et d'indifférence. « Si je ne fais pas preuve de faiblesse, ils ne pourront pas m'atteindre », se dit-il. Cet état d'esprit l'a aidé à survivre dans un environnement hostile, mais il l'a également empêché de ressentir des sentiments de compassion et de vulnérabilité. Le manque de modèles noirs à succès dans sa vie a poussé Jean-Claude à se sentir encore plus obligé de faire ses preuves. Il a décidé qu'il dépasserait toutes les attentes et connaîtrait un tel succès que personne ne pourrait jamais remettre en question ses capacités ou sa valeur. Mais cette détermination s'accompagne d'une colère silencieuse, qu'il canalise dans son œuvre. Pour lui, gagner n'était pas seulement une question de réussite personnelle, mais aussi de survie. Chaque victoire au tribunal était une manière de répondre au monde qui avait douté de lui. Jean-Claude se souvient comment, tout au long de sa carrière, il a été confronté au racisme de manière subtile et constante. Commentaires condescendants de collègues, regards méfiants lors des réunions et sentiment de devoir travailler 2 fois plus pour être pris au sérieux. « Es-tu sûr de pouvoir gérer ça ?» Il l'avait entendu plus d'une fois, même après s'être imposé comme l'un des meilleurs avocats de Paris. Ses souvenirs l'ont aidé à comprendre pourquoi il était devenu si obsédé par le succès et si impitoyable dans son approche. Lors d'un séjour à Lyon, Jean-Claude arpente les rues du quartier où il a grandi, revivant ses moments de douleur et d'isolement. Il voyait des enfants jouer, comme quand il était petit, mais maintenant avec une perception différente. L'adulte Jean-Claude a compris que le garçon qu'il était n'avait jamais eu l'occasion d'exprimer ses frustrations, ses peurs. Au lieu de cela, il a tout canalisé dans une détermination farouche de ne plus jamais se sentir petit ou insignifiant. Ces souvenirs douloureux ont commencé à transformer la façon dont Jean-Claude considérait sa vie. Il s'est rendu compte que même si sa quête du succès était une réponse à un traumatisme de son enfance, cette même quête l'avait isolé des choses qui comptaient vraiment. Le poids des préjugés avait façonné son caractère, mais il savait désormais qu'il pouvait choisir une nouvelle voie. Un chemin qui lui a permis d'être plus qu'une réponse à la douleur du passé. Avec cette nouvelle compréhension, Jean-Claude a commencé à s'ouvrir à de nouvelles expériences et à cultiver l'empathie, non seulement envers les autres, mais aussi envers lui-même. Il réalisa qu'il devait pardonner au garçon qu'il avait été et se permettre de ressentir des émotions qu'il avait réprimées pendant si longtemps. Ce faisant, il a commencé à penser les blessures qui l'avaient amené à devenir l'homme froid et distant qu'il était. Il était prêt à réécrire son histoire, définie non pas par les préjugés ou la douleur, mais par la croissance et la compassion. Avec de nouvelles réflexions, Jean-Claude s'est rendu compte qu'il était sur un chemin de rédemption, un voyage qui exigeait non seulement des changements dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Il a commencé à investir plus de temps dans des causes qu'il aurait ignorées auparavant. Il a décidé d'utiliser son expérience et ses ressources pour aider de jeunes avocats noirs et issus de minorités ethniques à surmonter les obstacles auxquels il avait lui-même été confronté. Personne ne devrait se battre seul, pensa-t-il, se sentant obligé d'être le mentor qu'il n'a jamais eu. Jean-Claude s'est impliqué dans des programmes communautaires à Lyon, retournant dans le quartier où il a grandi pour offrir un soutien juridique gratuit aux familles en difficulté. Ce travail pro bono lui a non seulement apporté une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant, mais il l'a également aidé à renouer avec ses racines. Constatant l'impact positif qu'il pouvait avoir sur la vie des autres, Jean-Claude a commencé à ressentir un véritable but, quelque chose que l'argent et la réussite matérielle n'avaient jamais procuré. Il a également fait la paix avec sa famille. Lors de ses visites à Lyon, il a passé plus de temps avec ses parents, écoutant leurs histoires et comprenant mieux les sacrifices qu'ils ont consentis pour avoir une vie meilleure. « Nous ne vous avons jamais dit à quel point nous étions fiers de vous », a déclaré sa mère au dîner, les larmes aux yeux. Jean-Claude, qui s'était toujours senti émotionnellement distant, s'est enfin permis de ressentir l'amour et la fierté que sa famille lui portait. Ces moments d'intimité familiale l'ont aidé à penser les blessures du passé et à construire un nouvel avenir. Au bureau, Jean-Claude a commencé à cultiver un environnement plus collaboratif et moins compétitif. Il a encouragé son équipe à rechercher un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée,
quelque chose qu'il apprenait lui-même à valoriser. Le succès ne doit pas nécessairement se faire au détriment de notre bonheur, a-t-il déclaré lors d'une réunion, surprenant tous ceux qui le connaissaient. Jean-Claude, autrefois craint pour sa cruauté, est désormais respecté pour sa sagesse et sa compassion. Même devant les tribunaux, Jean-Claude change d'approche. Désormais, il considérait chaque affaire comme une opportunité de rendre justice, et non plus seulement de gagner. Son empathie accrue lui a permis de mieux communiquer avec ses clients, de comprendre leurs besoins et de rechercher des solutions justes et humaines. « Vous avez changé, Jean-Claude » a commenté un juge après une audience. « Pour le mieux » répondit-il avec un sourire sincère. Il savait que ce changement n'effaçait pas le passé, mais il pensait qu'il était sur la bonne voie pour équilibrer la balance de sa vie. Jean-Claude a également commencé à s'autoriser à nouveau à profiter des plaisirs simples de la vie. Au lieu de passer des nuits interminables au bureau, il a commencé à sortir dîner avec des amis, à explorer la ville qu'il aimait tant et à voyager dans des endroits qu'il avait toujours voulu voir mais qu'il n'avait jamais eu le temps. Ces expériences lui ont apporté une joie renouvelée, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis son enfance, avant qu'il ne soit endurci par les luttes et les préjugés. Malgré toutes ces avancées, Jean-Claude savait que la transformation était un processus continu. Il était encore confronté à des défis, surtout lorsqu'il se retrouvait face à de vieilles habitudes de contrôle et de perfectionnisme. Cependant, il disposait désormais des outils émotionnels nécessaires pour gérer ces moments. Chaque fois qu'il ressentait le vieux besoin de retourner à lui-même, il se souvenait de la cour, de son expérience de mort imminente et de la promesse qu'il s'était faite de vivre une vie plus significative. Cette nouvelle perspective a permis à Jean-Claude de commencer à se pardonner. Il a reconnu que ses choix passés avaient été façonnés par des circonstances difficiles, mais qu'il avait désormais le pouvoir de choisir une voie différente. Avec cela, le poids qu'il portait sur ses épaules a commencé à s'alléger et il s'est permis d'imaginer un avenir dans lequel il n'était pas défini uniquement par ses réalisations professionnelles, mais par qui il était en tant que personne. L'expérience de mort imminente à laquelle Jean-Claude a été confronté n'est pas seulement un événement isolé, mais un tournant dans sa vie. Il savait que ce ne serait plus pareil, mais maintenant, cela ne lui faisait plus peur. Au contraire, il a accueilli le changement avec une nouvelle détermination. Il a décidé qu'il vivrait sa vie d'une manière qui honorerait la seconde chance qui lui serait offerte, en s'engageant à devenir une meilleure personne, tant au travail que dans sa vie personnelle. Jean-Claude a continué à pratiquer le droit, mais désormais avec un objectif renouvelé. Il ne recherchait plus seulement des victoires devant les tribunaux, mais une vraie justice, pour faire une différence dans la vie des personnes qu'il représentait. Chaque cas était l'occasion de mettre en application les valeurs qu'il avait redécouvertes. Maintenant, je me bats pour plus que simplement gagner, a-t-il déclaré à un collègue, qui a remarqué la profonde transformation en lui. Jean-Claude savait qu'il utilisait enfin son talent pour quelque chose qui comptait vraiment. De plus, Jean-Claude se dévouait à redonner à la communauté. Il a créé une fondation pour soutenir les jeunes issus de minorités ethniques aspirant à des carrières juridiques, en leur proposant des bourses et des programmes de mentorat. Ce projet a non seulement contribué à changer la vie de nombreux jeunes, mais a également apporté à Jean-Claude un sentiment d'épanouissement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Voir ces jeunes surmonter les mêmes obstacles que lui a été une expérience profondément enrichissante. Dans sa vie personnelle, Jean-Claude a continué à se rapprocher de sa famille et de ses amis. Il a appris à valoriser les moments de connexion humaine, qu'il négligeait auparavant. Ses visites à Lyon deviennent plus fréquentes et il commence à participer activement aux réunions de famille, ce qu'il évitait auparavant. « Tu es plus heureuse » a commenté sa mère lors d'une réunion, et Jean-Claude, pour la première fois, était entièrement d'accord. Il a finalement compris que le bonheur ne venait pas de la réussite matérielle, mais des relations qu'il entretenait et des choix qu'il faisait pour vivre avec intégrité et compassion. Avec cette nouvelle vision de la vie, Jean-Claude s'ouvre également à de nouvelles possibilités. Il a commencé à explorer les passe-temps et les intérêts qu'il avait mis de côté dans sa quête sans fin du succès. Il a appris à jouer du piano, quelque chose qu'il a toujours voulu faire étant enfant, mais n'en a jamais eu le temps. Ces petites joies ont commencé à combler le vide qu'il portait depuis si longtemps, l'aidant à construire une vie plus équilibrée et plus significative. Jean-Claude a aussi trouvé une place dans sa vie pour l'amour. Après des années d'isolement émotionnel, il a commencé à s'autoriser à rencontrer de nouvelles personnes et a finalement trouvé quelqu'un avec qui il était profondément connecté.
Cette relation a fait ressortir une facette de lui qu'il avait oubliée, la capacité d'aimer et d'être aimé. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais être aussi heureux, a-t-il déclaré, réfléchissant à la façon dont sa vie avait changé depuis cette expérience de mort imminente. Il était enfin en paix avec lui-même. Le Jean-Claude qui arpentait désormais les rues de Paris était un homme transformé. Il est toujours reconnu pour son excellence professionnelle, mais il est désormais aussi admiré pour son humanité et son engagement pour le bien-être des autres. Il avait laissé derrière lui le poids de son passé, transformant la douleur et les préjugés qu'il avait subis en force et en empathie. Jean-Claude s'est enfin permis d'être l'homme qu'il avait toujours eu le potentiel d'être, libéré des entraves de son ancienne identité. Avec chaque jour qui passait, Jean-Claude continuait de parcourir un nouveau chemin, rempli de buts, d'amour et de compassion. Il savait que son expérience de mort imminente avait été un cadeau, une opportunité de réévaluer sa vie et de faire la paix avec son passé. Et avec cela, il était déterminé à vivre le reste de ses jours d'une manière qui honore cette seconde chance, en construisant une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue.